Bonjour Serge. Bonjour Cécile. Ça fait plus de 25 ans maintenant que tu travailles sur la pauvreté, les inégalités, les liens sociaux. Depuis 2001, tu es directeur d'études à l'EHESS et tu as choisi d'intituler ton séminaire « Sociologie des inégalités et des ruptures sociales ». Pourquoi ce titre ? Tout d'abord, je voulais faire un lien entre la question des inégalités et des ruptures sociales. Dans mes travaux, j'avais beaucoup insisté sur la pauvreté et donc sur le processus qui conduit à un cumul de ruptures sociales. Et je voulais donc vraiment mettre l'accent sur ces ruptures qu'on pourrait appeler donc des ruptures de liens sociaux que j'ai étudiées ensuite plus en profondeur. Mais mon idée, c'était bien d'analyser les inégalités sous l'angle de ce processus qui conduit à la rupture des liens sociaux. Et c'est donc pour essayer aussi de mettre en relation peut-être une sociologie des inégalités avec une sociologie de l'intégration au sens durkheimien du terme. D'accord. Et alors on parle beaucoup aujourd'hui avec les travaux des économistes des inégalités économiques. Comment tu te situes par rapport, ton approche des inégalités par rapport à ces travaux économistes ? Je me situe dans le prolongement, en fait, dans la mesure où les économistes n'abordent pas ou très peu la question de l'intégration sociale. Moi, je me situe en complément de l'analyse économique. Mais bien entendu, l'analyse de la pauvreté implique forcément de prendre en compte les inégalités économiques, de prendre en compte les inégalités de revenus, les inégalités monétaires. D'ailleurs, même la définition de la pauvreté, dans le sens commun, est une définition qui correspond à une approche monétaire. Et je dirais que les conventions aussi internationales pour mesurer la pauvreté partent d'une définition monétaire. Donc on se situe vraiment dans le complément, je me situe vraiment dans le complément de l'approche économique. Alors quelle dimension en plus sur l'attachement, sur les liens, qu'est-ce que tu apportes en plus ? Alors je voulais dans mes travaux essayer de bien comprendre les fondements du lien social, et cela m'a conduit finalement à distinguer différents types de liens sociaux. En fait, quand j'observais les processus qui conduisent à la disqualification sociale, j'étais attentif à des formes de rupture comme la rupture avec la famille, par exemple, la rupture conjugale, les divorces, les séparations, bien entendu, et aussi, bien sûr, la question du chômage, le retrait du marché de l'emploi et les difficultés aussi institutionnelles de relations avec des services sociaux, par exemple. Toutes ces dimensions de rupture, je voulais les étudier de façon cumulative. Et cela m'a conduit, et en particulier, lorsque j'ai été élu à l'École des hautes études en sciences sociales en 2001, à insister sur justement les différents types de liens. Et c'est la raison pour laquelle j'ai distingué plusieurs types de liens renvoyant dans mon esprit aux ruptures que j'avais précédemment étudiées. Donc il y a le lien de filiation, bien sûr, les relations entre les parents et les enfants, donc qui renvoient à des solidarités intergénérationnelles ou des ruptures entre générations. Il y a bien sûr le lien de ce que j'appelle le lien de participation élective, c'est-à-dire le lien que l'on contracte dans les relations amoureuses, les relations amicales, les relations avec des groupes de pairs, et donc des relations toujours électives fondées sur des relations aussi dans des groupes qui peuvent être des communautés, des associations, mais toujours recrutées sous une forme élective. Donc ça renvoie à des relations affinitaires, bien entendu. Et le lien finalement qui était pour moi à l'origine de mes travaux le plus important, c'est le lien que j'ai appelé le lien de participation organique et qui renvoie là à la solidarité organique de Durkheim et qui met en avant donc l'organisation de la société sous l'angle du marché de l'emploi, sous l'angle de la participation à des groupes socio-professionnels et qui confère finalement à l'individu un statut social à travers l'exercice de son activité socio-professionnelle. Et enfin, le dernier type de lien, c'est le lien que j'appelle le lien de citoyenneté, qui lui renvoie bien sûr au fait que l'individu se définit par rapport à des institutions nationales qui lui confèrent des droits et des devoirs, bien entendu une protection, mais aussi des formes de reconnaissance comme la reconnaissance de l'individu qui vote, de l'individu souverain. Alors,
dans tout ce processus d'analyse des différents liens et des différents types de ruptures potentielles de ces liens, il m'a semblé important d'étudier les fondements que l'on va retrouver dans chacun de ces types de liens. Et après réflexion, et je peux dire que ça n'est pas venu tout de suite, il m'a semblé que les deux fondements, et c'est à partir de ça que j'ai travaillé, ce sont la protection et la reconnaissance. En fait, dans chacun des types de liens, on peut identifier ce qui apporte à l'individu donc une sécurité face aux aléas de la vie, donc une protection, et en même temps en quoi le lien confère une identité à travers la reconnaissance. Tu avais titré un article « Compter sur et compter pour ». Est-ce que ce sont ces deux dimensions? Absolument. Donc, on pourrait dire que la protection, c'est compter sur et la reconnaissance, c'est compter pour. Et j'aime bien utiliser ça quand je fais d'ailleurs des conférences publiques parce que les gens comprennent assez bien ce que ça représente finalement, ces deux fondements, protection et reconnaissance, qui sont des concepts un peu abstraits. Mais compter sur et compter pour, tout le monde comprend ce que ça veut dire. Et alors, effectivement, on peut décliner ça dans la relation familiale, dans la relation conjugale, dans la relation amicale. D'ailleurs, quand on se demande finalement qu'est-ce qu'un ami, à 90% les gens vont dire mais c'est quelqu'un sur qui je peux compter. Donc on est bien sûr là dans la protection. Et en même temps, dans une relation amicale, on voit très bien que c'est la confiance réciproque qui est importante et la possibilité d'être soi, de ne pas porter de masque, et donc de compter pour l'autre. Alors, j'attire aussi l'attention sur le fait, dans mes travaux, que protection et reconnaissance, ce sont bien sûr des choses importantes pour l'individu, mais dans la relation, on échange finalement de la protection et de la reconnaissance. Et dans chaque type de lien, c'est le cas. Alors, on peut peut-être se demander, mais dans le lien de participation organique, où se trouve la protection et où se trouve la reconnaissance ? Alors là, je dois dire que la protection, surtout dans les sociétés comme les nôtres, où les droits sociaux sont fondés sur l'exercice d'une activité professionnelle, selon les principes de la sécurité sociale, par exemple, nous avons donc défini finalement les droits sociaux en fonction de la norme de l'emploi stable, si bien que avoir une activité professionnelle, c'est avoir bien sûr des garanties face à l'avenir, mais c'est aussi d'avoir l'assurance d'une protection sociale. Donc, et quand les individus parlent de l'emploi aujourd'hui, ben, ils se réfèrent bien sûr à leur activité professionnelle, mais au statut qui implique cette protection sociale. Et bien sûr, cela est fondamental pour construire une identité dans les sociétés comme les nôtres. Et bien entendu, le travail, c'est ce qui apporte de la reconnaissance. Dans les relations de travail, on échange de la reconnaissance. Et alors avec ces fondements compter sur, compter pour, être protégé, être reconnu, comment ça se décline dans l'échelle sociale aujourd'hui en France? Est-ce qu'on est plus ou moins protégé, plus ou moins reconnu selon notre position dans l'échelle sociale? Eh bien justement, on peut retrouver le thème des inégalités à partir de cela. Et les travaux que j'ai menés conduisent finalement, bien sûr, à insister sur les ruptures, de s'intéresser à ceux qui perdent tous ces liens, donc perdent à la fois toutes ces formes de support et toutes ces dimensions de reconnaissance, mais cela permet aussi, en prenant en compte la fragilité potentielle de ces liens, de voir finalement que pour certains individus, il y a plus de garanties, plus de protection que pour d'autres. Et donc on peut ainsi étudier les inégalités dans la société française sous cet angle des liens sociaux. Et d'ailleurs, c'est ce que nous avons essayé de faire dans l'équipe de recherche sur les inégalités sociales, quand nous avons publié le livre collectif « L'intégration inégale », où on avait mis comme sous-titre « Force, fragilité et rupture des liens sociaux ». Donc on retrouvait cette perspective d'analyser les inégalités sociales sous l'angle des liens sociaux. Et alors je sais que tu es en gestation maintenant une théorie sociale de l'attachement. Donc attachement, c'est un mot qu'on aurait plutôt associé à des travaux psychologiques. Pourquoi et comment t'en fais un concept sociologique? Alors c'est vrai que quand j'ai commencé à travailler les liens sociaux, et en particulier le lien de filiation, je me suis intéressé beaucoup aux travaux de Bowlby, qui
est un psychiatre qui a fait toute sa carrière sur la question de l'attachement et du détachement, de la perte. Il a beaucoup analysé justement les relations qui s'instaurent entre l'enfant et sa mère. Les théoriciens de l'attachement sur le plan de la psychologie, de la théorie psychologique ou psychiatrique insistent beaucoup sur ce lien fondamental entre l'enfant et son parent, celui qui s'occupe principalement de lui. Et donc j'ai été très sensible à cette notion d'empreinte que l'on acquiert dès les premiers mois de la vie. Et une empreinte que les psychiatres considèrent comme durable, qui va même rester à l'âge adulte et qui va marquer les relations à autrui. Alors, c'est vrai que la théorie de l'attachement, elle renvoie à tous ces travaux, mais je voudrais justement, dans mes travaux, insister sur la dimension sociale qui est souvent oubliée par les psychologues. Et quand on part justement d'une dimension sociale de l'attachement, on va retrouver les travaux de Durkheim, car Durkheim aussi parle de l'attachement. Ça, on l'a un peu oublié, c'est un peu occulté dans la théorie durkheimienne. Or, dans l'éducation morale, par exemple, Durkheim insiste sur les différentes formes d'attachement essentielles pour fonder le lien de l'individu aux autres et à la société. Et lui, donc, il insiste justement sur le lien avec la famille, sur les groupes professionnels, il insiste sur la patrie, donc les institutions nationales, et il va même penser jusqu'à le lien qui va être en quelque sorte supérieur à tout ça, qui est le lien à l'humanité finalement. L'individu fait partie de cette humanité. Et Durkheim, d'ailleurs, c'est tout à fait passionnant dans l'éducation morale, il se pose la question, il a écrit ça d'ailleurs juste après avoir publié le suicide, donc il est très très marqué par ces analyses du suicide, et il se demande finalement quel est le lien le plus important, quel est le lien finalement fondamental pour l'individu et à quelle morale finalement l'individu doit se référer en priorité, sachant que le lien de filiation, la famille renvoie à la morale domestique, le lien ce que j'appelle le lien de participation organique chez Durkheim, ça renvoie bien sûr à la morale professionnelle, et il y a la morale civique que l'on peut prendre en compte quand on étudie ce que j'appelle le lien de citoyenneté. Donc Durkheim s'interroge et il finit par nous dire que le lien le plus important, selon lui, c'est certainement le lien à la patrie. Alors il faut replacer ça dans le contexte républicain de son époque, c'était la Troisième République, et il insistait sur cette hiérarchie, et c'est curieux parce qu'en même temps, quand on connaît bien son œuvre, on s'aperçoit que lui-même avait pourtant insisté sur les groupes professionnels, justement pour permettre cette intégration des individus. Alors on pourrait dire qu'il est un peu hésitant entre groupes professionnels et finalement le lien national, le lien à la patrie. Alors je dirais que Durkheim commet en fait une petite erreur. En fait, il essaye de dire quel est le lien le plus important, alors que la question qu'on pourrait se demander, c'est comment finalement la société définit ce lien le plus important. Et en faisant des comparaisons internationales, je me dis, mais finalement, les sociétés répondent différemment à la question de Durkheim. Et Durkheim, on pourrait dire, répond en tant que Français. Et c'est la raison pour laquelle il attache autant d'importance aux groupes professionnels et aux groupes que représente la patrie. Et il a plutôt tendance à décliner, c'est plus important la patrie, mais bon, son hésitation est assez significative de la situation française finalement. Et alors j'ai eu idée, en suivant un peu cette perspective, au lieu de dire, ben voilà, ça doit être, c'est comme ça, il faut hiérarchiser ces liens, il y en a un qui est absolument le plus important, regardons comment se constituent les régimes d'attachement finalement dans les différentes sociétés modernes. Alors, c'est ce que j'ai essayé de faire, et j'ai pensé qu'on pouvait donc définir des régimes ou des configurations d'attachement en définissant
en regardant comment finalement les sociétés hiérarchisent leur système normatif en référence à ces différents types de liens, quel est le lien prééminent dans chacune des sociétés. Et donc je définis les régimes comme des régimes d'entrecroisement des liens sociaux dans lesquels on peut repérer le lien prééminent, c'est-à-dire le lien qui assure finalement la régulation globale de la société. Et c'est bien sûr une approche à la fois théorique et idéal typique qui implique de regarder par la suite le fonctionnement des sociétés et de voir dans quelle mesure tel ou tel pays se rapproche plutôt d'une configuration à une autre. Et c'est le vaste chantier dans lequel je suis engagé actuellement, parce que ça m'entraîne dans des comparaisons internationales très lourdes en même temps, parce que ça demande la mobilisation de beaucoup de données. Et alors justement, si on prend l'exemple de la France, comment tu la situerais dans tes différents régimes d'attachement? Comment on se détache et comment on s'attache en France plutôt que dans d'autres sociétés voisines? Alors c'est assez intéressant de remarquer que la France est très attachée à une hiérarchie de statut que l'on va définir en fonction de la morale professionnelle, en fonction des groupes sociaux. En fait, ce qui me frappe, c'est que la France accorde beaucoup d'importance, et les Français se réfèrent à ce système normatif, de se distinguer les uns des autres par ce statut conféré par leur appartenance à un groupe socio-professionnel. Et donc, quand on est hors statut, on n'est pas intégré en France. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on a beaucoup de mouvements sociaux qui sont des mouvements de défense statutaire. Et je dirais que les Français sont attachés à la fois à la protection, je dirais, quasi universelle, mais aussi à cette distinction sociale des groupes les uns par rapport aux autres, et si possible d'accepter aussi une certaine hiérarchie sociale parce qu'elle est en quelque sorte conforme à l'ordre social. Et c'est la raison pour laquelle je pense que la France, de ce point de vue-là, est assez représentatif d'un régime qu'on pourrait appeler organiciste, au sens où il faut trouver sa place dans un système de concurrence entre des statuts qui n'ont pas les mêmes avantages. Et je dirais que c'est aussi d'ailleurs dans tes travaux que tu as retrouvé un peu cette idée de faire sa place quand tu as interrogé les jeunes en Europe. Et tu voyais que les Français se distinguaient aussi beaucoup des Espagnols, des Danois, des Anglais, parce qu'effectivement, en France, on attache beaucoup d'importance au diplôme qui lui-même va conférer un statut, une place qui est assurée. Et finalement, les autres liens vont s'adapter à cette logique-là, parce que le lien dominant, le lien prééminent, c'est bien le lien organique. Donc voilà où ça me conduit finalement, et donc du coup je réfléchis aux autres types de régimes. Il y a un régime familialiste que l'on peut très bien analyser dans les pays du sud de l'Europe, où le lien prééminent c'est le lien de filiation, et qui va influencer véritablement tous les autres types de liens. C'est le lien qui régule les autres types de liens, ce que j'appellerais donc le régime familialiste. Alors on peut se demander quel est le régime qui correspondra à la prééminence du lien de participation élective, et dans quelle société on va mettre l'accent sur justement ce type de lien pour concevoir l'ordre social et les rapports entre les individus. Eh bien, on va le retrouver quand on insiste par exemple sur la dimension volontariste, c'est-à-dire que construire son lien en s'engageant dans des communautés, dans des groupes, dans des groupes affinitaires. Et donc on retrouve un esprit associatif qui est plus fort dans certaines sociétés que dans d'autres. Et le cas des États-Unis est frappant à cet égard. Et du Canada, où tu es actuellement, à Montréal, où tu le vis au quotidien, l'importance d'être finalement attaché à une communauté. Et tous les individus finalement ont cette exigence d'être présents dans la vie sociale à travers leur appartenance à des groupes qu'ils ont choisis. Et finalement, c'est peut-être à travers ces groupes que l'on trouve finalement sa protection et la reconnaissance essentielle en tant que membre d'une société. Ça ne veut pas dire que les autres types de liens ne sont pas importants, mais celui-là est celui qui joue un rôle de régulateur. Et alors j'appelle ça un régime volontariste.
Donc on a le régime organiciste, on a le régime familialiste, le régime volontariste, et il reste un autre régime où effectivement c'est le lien de citoyenneté qui est le lien prééminent. Et là on va le retrouver dans les pays qui ont fondé leur mode de gouvernance et leur mode de relation sociale sur la prééminence du lien de citoyenneté. Et c'est vraiment dans les pays scandinaves qu'on le trouve. Alors, voilà un petit peu ce qui, pour pouvoir attester de ça, ça me conduit aujourd'hui à faire des recherches sur des séries statistiques. Je travaille par exemple beaucoup avec les gens de l'OCDE aujourd'hui pour reconstituer des séries statistiques à partir de plusieurs bases. Ça mobilise des travaux plus anthropologiques, plus historiques, pour voir comment ces régimes ont pu se constituer dans ces différentes sociétés. Mais justement, pour revenir un peu sur ton itinéraire, la façon dont tu es parti de l'anthropologie, tu as d'abord publié d'ailleurs dans une revue d'anthropologie, et puis peu à peu, canadienne d'ailleurs. Peu à peu, tu t'es engagé dans des enquêtes statistiques de très haute volée, hein, des enquêtes européennes, comparatives. Donc la mixité des méthodes, l'articulation des méthodes, c'est quelque chose qui te définit. Comment tu y es venu et pourquoi ? Tout d'abord, c'est vrai que j'ai commencé par des enquêtes à l'échelon local. Ma thèse porte sur Saint-Brieuc, et donc c'est sur les formes de la pauvreté à Saint-Brieuc. Et j'ai publié ma thèse en j'ai soutenu ma thèse en 1988, en juin 1988 à l'EHESS. Et dans cette thèse, j'insiste sur la pauvreté telle que je l'ai perçue à l'échelon local. Et avant ça, d'ailleurs, et tu fais référence d'ailleurs à un article paru dans Anthropologie et Société, c'était le premier article que j'ai publié, j'étais fier à l'époque, c'était à partir d'analyses encore plus locales, c'était dans le milieu rural, dans la périphérie de Saint-Brieuc, auprès des populations d'anciens domestiques de ferme, donc ce qu'on pourrait appeler la marginalité rurale. Et donc j'avais publié sur ce sujet. Donc j'étais vraiment dans l'analyse de la disqualification sociale, dans un premier temps, sensible à la dimension de l'échelle locale. C'est celle qui me parlait le plus. J'avais pris la ville de Saint-Brieuc comme un cadre, comme un laboratoire pour étudier la pauvreté à travers les institutions d'action sociale. Donc j'ai même fait des études de quartier pour étudier les rapports sociaux entre les individus, entre eux, mais aussi avec les services d'action sociale de Saint-Brieuc. Et cela a conduit à mettre l'accent sur le processus de disqualification sociale, qui a été publié en 1991. Et donc, j'étais là, je remarquais ce processus de disqualification sociale, j'identifiais différentes phases du processus, et j'insistais comment, dans ce processus, comment on pouvait voir le déficit de protection s'aggraver, et comment aussi, dans ce processus, il y avait comme un déni de reconnaissance de plus en plus fort qui se traduisait par cette phase dernière, ultime du processus qui était la rupture cumulative des liens sociaux. Tu avais déjà une interrogation sur la reconnaissance. Absolument. Qui est venue après dans ta théorie d'attachement. Je parlais de dignité c'était en quelque sorte parce que je remarquais que la relation au service d'action sociale entraînait de fortes sentiments d'infériorité sociale, de rabaissement, d'humiliation, de stigmatisation. Et donc j'étais sensible à la fois à ce processus qui conduisait les pauvres à être en quelque sorte enfermés dans une image négative qui était produite par les institutions qui s'occupaient d'eux, parfois avec la meilleure intention du monde, mais le processus lui-même conduisait finalement les personnes à se sentir tout à fait infériorisées par ces institutions. Et donc en même temps de regarder comment les individus résistent malgré tout à ce processus en mobilisant des défenses. Donc c'est ça la disqualification sociale, c'est une analyse de la pauvreté sous l'angle d'abord des institutions qui produisent ce phénomène à travers les mécanismes de l'assistance et comment les individus
dans ce processus, construisent des identités pour s'adapter à ces situations parfois dramatiques et parfois résister aux stigmates. D'accord. Et comment t'en es venu à ouvrir peu à peu tes horizons vers l'Europe et vers la comparaison européenne? Alors justement, après ça, on pouvait me faire le reproche, oui, mais vous parlez de la pauvreté à partir d'une enquête locale. Bien sûr, c'est Saint-Brieuc, c'est la Bretagne, mais quand même ce qui se passe à Paris ou ailleurs, c'est forcément différent. Donc j'ai eu l'opportunité de travailler d'abord à l'échelon national, à travers une enquête auprès des allocataires du revenu minimum d'insertion. En fait, j'ai eu une chance presque historique, c'est que j'ai soutenu ma thèse en juin 1988 et tout de suite, dans les mois qui ont suivi, ça a été la victoire, il y a eu, après la victoire de la gauche et de Mitterrand en 1988, le gouvernement Rocard a mis en place la loi sur le RMI qui a été votée le 1er décembre 1988 et j'étais associé presque immédiatement, parce que j'avais travaillé sur la pauvreté, je m'étais fait connaître, j'ai été associé à l'évaluation du programme national d'évaluation du revenu minimum d'insertion, si bien que ça m'a donné l'occasion de travailler sur une enquête nationale et d'essayer de vérifier le processus de disqualification sociale à l'échelon national. Donc c'est investi plus les statistiques d'ailleurs. Ah ben oui, oui, bien sûr, parce qu'à partir de ce moment-là, je l'avais fait un peu dans ma thèse, malgré tout parce que j'avais étudié de façon statistique les fichiers administratifs de l'action sociale, mais la grande enquête, effectivement, c'était l'enquête auprès des allocataires du RMI. Et une fois, ça a donné naissance d'ailleurs à un autre livre publié en 1993 qui est La Société française et ses pauvres. Et puis ensuite, puisque j'étais passé au niveau national, il fallait au moins aller vers le niveau international et en l'occurrence, j'ai commencé par la question européenne, puisque nous disposions d'ailleurs des grandes enquêtes et notamment de l'enquête qui correspond au panel européen des ménages, sur laquelle tu as travaillé aussi et qui a été finalement une très bonne introduction pour nous autres à l'analyse d'abord longitudinale à travers ces grandes enquêtes et puis de la possibilité de faire des comparaisons d'une société à l'autre. C'était merveilleux d'avoir ça à notre disposition et je dirais que à travers ces grandes enquêtes, ce panel européen, j'ai fait mes armes aussi. J'étais associé au centre, au laboratoire de sociologie quantitative du CREST de l'INSEE, comme toi d'ailleurs, à l'époque. Et je dois dire que j'ai là travaillé effectivement beaucoup avec des statisticiens, des économistes également, et j'ai commencé à être vraiment beaucoup plus familiarisé avec l'analyse statistique. Donc je suis passé effectivement d'un niveau local, national, international, et j'ai croisé donc l'approche qualitative, je dirais quasi anthropologique, et l'approche plutôt quantitative impliquant l'analyse de grands ensembles. Et un des ouvrages marquants que tu as écrit s'appelle « Les formes élémentaires de la pauvreté ». C'était quoi le projet derrière ? Alors, ça partait de mon idée initiale. J'avais toujours en tête la disqualification sociale, le processus que j'avais observé à Saint-Brieuc. Et comme je l'avais plus ou moins vérifié à l'échelle nationale, je me disais, il faudrait quand même essayer de voir quelle est sa validité dans les comparaisons internationales. Je n'avais pas d'autre idée que celle-là. Et je me suis rendu compte très vite qu'il fallait changer de logiciel, en quelque sorte, conceptuel, que ce que j'avais vu à Saint-Brieuc et en France n'était pas forcément tout à fait adapté à la logique des autres pays. Et c'est là, et on retrouve la question que je ne formulais pas sous la forme des régimes d'attachement, mais c'est là que les intuitions me sont venues. Il y avait par exemple des indicateurs qui me frappaient beaucoup. Je regardais les solidarités familiales pendant l'épreuve du chômage.
Et je remarquais qu'en France, les chômeurs de longue durée sont moins aidés par leur famille que les autres catégories de la population. Alors on aurait pu penser que c'était vrai dans tous les pays européens. Eh bien non. Dans les pays du sud de l'Europe, je constatais que c'était le contraire, que les chômeurs de longue durée étaient beaucoup plus aidés par leur famille que les autres catégories de la population. Donc déjà, dans l'analyse des liens sociaux, on se dit, il y a quand même des particularités là. Comment se fait-il que le lien de filiation est mobilisé de façon beaucoup plus intense dans les pays du sud de l'Europe pour parer à ces situations de pauvreté et de chômage, alors qu'en France, ce n'est pas le cas. Et donc, c'est à travers ça que j'ai essayé justement d'analyser les formes élémentaires de la pauvreté. J'ai pris un exemple d'indicateur, il y en avait d'autres pour analyser les formes élémentaires de la pauvreté, en insistant à la fois sur les représentations sociales de la pauvreté d'une société à l'autre, mais aussi les expériences vécues de la pauvreté. Et je remarquais que le risque d'être stigmatisé et d'être disqualifié était moins fort dans les pays du sud de l'Europe en raison de ces protections et de ces formes de reconnaissance que les individus pouvaient trouver même dans la pauvreté, et qu'on trouvait en revanche aussi dans les pays du nord de l'Europe une pauvreté qui était également différente, qui était beaucoup plus soutenue par les services sociaux, mais de façon plus citoyenne et plus universelle, et qui stigmatisait finalement que la frange étroite des assistés qui étaient moins nombreux parce que les individus étaient davantage protégés par un socle plus large de droits sociaux. Donc ça m'a conduit à dire que finalement on pouvait distinguer trois formes élémentaires de la pauvreté disqualifiante avec le modèle français, la pauvreté intégrée dans les pays du sud de l'Europe et ce que j'ai appelé la pauvreté marginale dans les pays du nord de l'Europe. Alors c'est un itinéraire tout à fait fascinant parce qu'on voit que tu es parti d'une échelle locale avec la disqualification sociale jusqu'aux formes élémentaires de la pauvreté, en Europe principalement, et maintenant une théorie générale de l'attachement. Alors j'ai envie de te poser une question sur le point de départ. Comment t'en es venu à travailler sur la pauvreté? Qu'est-ce qui te porte en tant que chercheur à travailler sur ces questions de pauvreté et de lien social et de rupture sociale? Alors là, c'est un peu difficile à dire. Bon, je suis persuadé que mon itinéraire personnel a joué beaucoup. J'ai été confronté dans ma jeunesse à des milieux très pauvres. J'ai vu des personnes en situation de pauvreté près de moi, donc très sensible, très jeune à cette question de la pauvreté. Et donc, avant d'être sociologue, j'étais, je dirais, touché en tant qu'individu face à la détresse et face aussi à des situations que je n'expliquais pas, de rupture cumulative de liens sociaux. Je voyais des individus vivre près de chez moi, d'ailleurs, quand je vivais dans la région de Saint-Brieuc, et que je voyais régulièrement, avec qui j'avais même entretenu en tant qu'adolescent des relations chaleureuses, mais que je voyais vraiment très stigmatisés dans la cité, et cela me révoltait aussi intérieurement, je dois dire. Et donc, oui, c'est certainement une fibre sociale qui m'a conduit vers la sociologie. D'accord. Et très précisément dans ton parcours, je sais que tu as exercé professionnellement avant de venir à la sociologie. Comment ce maillon s'est produit? Comment tu en es venu à t'inscrire en sociologie très concrètement? En fait, c'est vrai que dans les premiers, quand j'ai voulu me lancer dans des études, je n'avais pas encore vraiment idée de ce que c'était vraiment la sociologie. J'étais attiré par l'économie, par la politique. J'étais vraiment ouvert à toutes ces questions et j'ai découvert vraiment la sociologie en étant vraiment passionné. Et je me suis vraiment mis à lire tous les sociologues, et c'est comme ça effectivement que j'ai souhaité après venir à l'école des hautes études en sciences sociales, qui pour moi c'était déjà, venant de ma Bretagne, c'était déjà une première étape très importante. Oui, tu as migré de Saint-Brieuc à Paris pour la thèse, oui, avec Dominique Schnapper. Oui, en fait c'était pour mon DEA.
Pour ton DEA, d'accord. Oui, oui. Et j'enseignais d'ailleurs, pendant que je faisais mon DEA, j'enseignais déjà les sciences économiques dans des lycées à la fois à Laval et puis à Quintin, et donc dans la région de la Bretagne. Et est-ce que tu as gardé des souvenirs particulièrement marquants de ta thèse? Marquant, oui. Enfin, c'est d'abord dans la préparation de la thèse, je dois dire que j'ai trouvé un cadre intellectuel très ouvert. Et moi, j'avais besoin de ça. Je n'aime pas être pris, embrigadé dans un schéma théorique où on m'oblige de faire ceci ou cela. Et je crois que j'ai trouvé un environnement très, très ouvert dans le séminaire de Dominique Schnapper, par exemple. Ça m'a donné beaucoup d'assurance. Progressivement, j'ai pris confiance en moi. J'avais déjà publié, je commençais à publier. Voilà, je me suis épanoui en quelque sorte dans un environnement comme celui-là. Ah bah, si je peux me permettre, moi cette liberté que tu m'as offerte aussi en tant que directeur de thèse m'a énormément marqué. Bah, donc ça se communique. Et alors si on bouge maintenant du passé vers les perspectives, quelles seraient tes perspectives là, à court terme pour la recherche? Eh bien, oui, alors c'est vrai que la théorie sociale de l'attachement, je commence à publier quelques articles dans des revues académiques, mais je souhaiterais publier maintenant un ouvrage, on va dire, plus substantiel, qui marquera en quelque sorte, ou qui, dans mon itinéraire, va marquer mon itinéraire intellectuel. Et finalement, il y aura un fil qu'on va tirer de la disqualification sociale jusqu'à cet ouvrage que je compte intituler, je ne sais pas si ça va être le titre définitif, mais ça s'appellera L'homme solidaire. Et ça sera une esquisse d'une théorie sociale de l'attachement. Et voilà, c'est en tout cas un projet qui me tient à cœur, mais en même temps ambitieux parce qu'il n'est pas que théorique. Il est théorique, mais bien sûr, mais il est empirique. On ne peut pas simplement se contenter de dire, ben voilà, je pense cela à partir de mes travaux. Non, je mobilise de nouvelles sources, de nouvelles recherches. Et je dois dire que le séminaire que j'assure à l'École des hautes études en sciences sociales est pour moi un moment tout à fait merveilleux parce que aujourd'hui, je fais travailler des étudiants à travers leur thèse sur des aires culturelles très différentes. J'ai beaucoup d'étudiants sud-américains, mais j'ai eu une étudiante coréenne, je fais venir des spécialistes du Japon, je suis en contact avec des sociologues américains, j'ai aussi beaucoup de sociologues qui viennent dans mon séminaire venant des pays nordiques. Et donc cela crée finalement un environnement tout à fait adapté aux comparaisons internationales. Et je dirais qu'on a des séances de 3 heures, je fais des séances de 3 heures maintenant, et elles sont très très riches. Je les prépare beaucoup parce que j'y mets beaucoup de moi-même dans ces séances, et les étudiants sont encouragés aussi à faire de même, et beaucoup d'ailleurs m'apportent des matériaux qu'ils ont, des lectures, et très volontairement en disant, bah voilà, on apporte aussi nos idées. Et donc le livre que j'écris, c'est en quelque sorte aussi le résultat de ces années de séminaire à l'EHESS. Et enfin, dernière question, donc tu es un chercheur qui est quand même beaucoup engagé dans la cité, tu interviens dans les médias, tu as parfois des rapports aux politiques. Comment tu vis cet engagement? Comment tu te le représentes? Alors, en fait, c'est vrai que cette fibre sociale dont je parlais, en fait, ne m'a pas quitté. Mais je ne fais pas non plus une carrière politique. Je ne prends pas d'engagement direct et je n'ai pas de carte dans un parti politique. Mais je suis sensible au rôle que l'on peut jouer dans différentes sphères de la société. Alors, tu évoques la sphère médiatique, oui bien sûr, je crois que tout sociologue qui produit a besoin effectivement de rendre public ses travaux et de leur donner
une visibilité plus grande, la plus grande possible. Ça me semble normal. Mais il y a la sphère aussi institutionnelle et politique. Quand des lois se préparent, je suis parfois sollicité à titre d'expert, entre guillemets, pour donner mon avis, comme cela a été le cas à plusieurs reprises pour des projets de loi, que ce soit sur le RSA ou d'autres, sur les lois qui ont été, la loi contre les exclusions par exemple, et encore aujourd'hui, je participe volontiers à toutes ces réflexions. Mais il y a aussi la sphère de la société civile. Je fais beaucoup de conférences auprès d'associations qui tiennent leurs assemblées générales parfois, qui me demandent de faire une conférence. Et je retiens beaucoup de ces contacts que je tisse finalement avec ces différents groupes. Et aujourd'hui aussi, il faut reconnaître que je fais aussi beaucoup de conférences à l'étranger, puisque le métier de sociologue me conduit justement à faire des comparaisons internationales et donc à prendre des contacts. Et je dois dire que là aussi, je rends public mes travaux. Alors c'est facilité aussi par le fait que mes livres, en tout cas Les formes élémentaires de la pauvreté, c'est un livre qui est traduit en plusieurs langues, et c'est vrai que... En japonais tout récemment. Tout récemment en japonais. Et donc cela me conduit aussi à aller comme ça d'un pays à l'autre pour parler de ces questions-là. D'accord. Merci beaucoup pour cet entretien et merci pour ton œuvre. Merci beaucoup, Cécile.